Bienvenue pour ce premier webinaire de la Commission Parité, Diversité et Inclusion. Toutes nos excuses pour ce léger retard, un petit souci technique pour le démarrage et la connexion. Je suis accompagné de Vital qui va vous présenter ce sujet intéressant et important qui est l'inclusion de l'interprofessionnalité. Mais avant de lui laisser la parole, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter la Commission, ses membres et ses actions. La Commission Parité, Diversité et Inclusion est une jeune commission qui a pris la suite du comité femmes il y a quelques années. J'en profite pour remercier Aïcha Medjoud qui a été la présidente qui a porté le début de cette commission et ses premières actions. Je prends sa relève au niveau de la présidence de cette commission. À mes côtés, Laura qui est la vice-présidente et au niveau de la permanence, Adeline. Les actions de cette commission sont un peu plus larges que le comité femmes. La vocation, en dehors des aspects techniques, à être transverse avec d'autres comités comme l'attractivité, le comité jeune, la durabilité, le mécénat et l'association. L'idée de pouvoir porter des sujets de diversité pour justement intégrer les différents profils, comme le veut le diplôme, ascenseur social, puisque peu importe le parcours, les origines, votre mode de fonctionnement, vous pouvez accéder au diplôme d'expertise comptable. Donc, pour pouvoir aborder ces différents sujets, plusieurs actions sont déjà mises en place, notamment une participation à la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Nous sommes à notre deuxième édition. Au cours de cette demi-journée, nous abordons autour de table ronde des sujets inspirants, des parcours d'expérience pour justement montrer que les femmes ont toute leur place dans notre milieu professionnel. Il y a la mise en place de webinaires comme celui-ci qui démarre aujourd'hui, un prochain au mois de décembre sur la thématique du handicap. Autre sujet que nous souhaitons porter au niveau de cette commission, le handicap invisible. D'autres événements sur cette thématique à venir pour l'année 2026. Une série de podcasts qui vient de reprendre à nouveau, dont de nombreux qui ont démarré depuis 2022 sur différents sujets comme l'idée de l'entreprise, la comptabilité sans frontières, construire son avenir, la durabilité, le handicap. Sujet important, l'équilibre vie pro, vie perso. Vous avez également comment s'engager dans la profession. Donc, je vous invite à aller sur le site du Conseil régional. Vous trouverez le QR code qui vous amènera à l'ensemble de ces podcasts. Pour certains, nous atteignons presque 300 écoutes aujourd'hui. Je suis moi, Nicolas Major, expert comptable, élu au Conseil régional et j'ai laissé la parole à Vital pour pouvoir se présenter et démarrer cette thématique. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc, Vital Saint-Marc, je suis aussi expert comptable, donc je suis en charge d'un cabinet parisien relativement important, puisque je suis en charge du territoire parisien du réseau RSM. Et réseau dans lequel nous avons également créé donc, une structure qui est une société pluriprofessionnelle d'exercice, dans laquelle nous avons donc réuni pour démarrer deux professions qui sont la profession d'expertise comptable et la profession d'avocat. C'était le moyen que l'on avait trouvé, la structuration juridique qu'on a trouvée pour pouvoir s'associer avec un cabinet d'avocats, avec quand même une idée bien particulière, ce n'était pas d'additionner des compétences les unes à côté des autres, qui se regardent et qui font donc un ensemble relativement important. Mais notre volonté, c'était de pouvoir, à travers cette SPE, répondre aux attentes des clients, sur lesquels je vais revenir. Et je pense que c'est l'esprit même de la société professionnelle d'exercice, de l'interprofessionnalité. Alors, pour cadencer, je dirais, ce webinaire, j'ai une petite série de questions à te poser, ce qui nous permettra d'avancer et on pourra répondre aux différentes questions qui seront posées au travers du chat. Je commencerai par te demander pourquoi choisir ce type d'installation. Alors, je remonte à la genèse de la loi de 2016, mais bien avant. Moi, j'ai commencé réellement mon activité professionnelle dans les années 90. Et au tout début des années 2000, je me suis rapproché de jeunes experts comptables de l'époque, qui sont encore mes associés à l'heure actuelle. Et on avait dans l'idée de faire, en fait, on voulait faire un cabinet, un peu comme les gros cabinets dont on était issu,
mais qui s'adaptait plutôt aux entreprises qui étaient nos clients, qui étaient des entreprises beaucoup plus modestes, hein, que les entreprises du CAC 40. Et pour ça, il fallait être capable d'offrir un panel d'activités qui pouvait correspondre à ce que l'on avait connu, c'est les secteurs. Et donc là, il fallait des compétences. L'idée qu'on se faisait, c'était de dire, en fait, je voudrais non pas pouvoir servir des prestations que j'appelle horizontales, je fais de l'expertise ou de l'audit, ou de la transaction service, ou de l'accompagnement dans la data, etc. Non, ça, ce sont des compétences que j'appelle horizontales, que j'additionne. Et ensemble, ça fait un prospect. Mais on s'était dit, on voudrait plutôt faire ce que moi j'avais appelé des compétences verticales. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je veux répondre à une problématique complète d'un client. D'accord. Ça, c'était l'idée. Et on s'était lancé là-dedans. Et là, premier métier que l'on pouvait se rapprocher le plus facilement, c'était les avocats. Et à l'époque, moi, j'étais celui qui pouvait être comptable ou avocat. J'avais la possibilité de rester en expertise comptable ou de basculer dans le métier d'avocat. Et puis, on a été stoppé à l'époque par nos instances. En fait, on nous expliquait que tout le monde devait rester chez soi. Donc, on était un peu gros-gens, on était un peu triste. On a fait comme tout le monde, on a fait de l'expertise. Moi, je suis resté à faire du droit. Voilà. Et puis est arrivée la loi de 2016. Et quand la loi de 2016 est arrivée, Macron, là, est ressortie l'idée que l'on avait avant de faire une prestation verticale. Alors, je vais essayer de l'expliquer assez clairement. Dans un exemple bien particulier, c'est probablement le plus simple à comprendre, c'est celui de l'accompagnement d'entreprise. Je veux accompagner des clients qui veulent soit développer leur entreprise par des croissances externes, soit accompagner le client qui veut arrêter son activité et puis, ou se rapprocher d'un autre. Pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'identifier les acteurs, ceux qui veulent vendre, ceux qui veulent acheter. Une fois qu'ils sont identifiés, j'ai besoin de savoir, de faire des analyses des structures pour savoir globalement combien vaut, à quel prix on peut présenter la structure. D'un autre côté, je vais faire une due diligence vendeur ou une due diligence d'acquisition. Je peux également m'intéresser aux moyens de financement de rachat de la structure. Je peux également aller un peu plus loin, donc je vais aider à rédiger une LOI. Je vais donc accompagner pour rédiger la transaction. Et puis, je vais accompagner le client dans le cadre de la cession. Je peux l'accompagner également s'il sort, pour savoir ce qu'il va faire après avoir cédé. Donc, je l'accompagne en amont. Et puis, peut-être même qu'une fois que tout est cédé, il y a des clauses de earn-out et on ne les lit pas exactement de la même manière, parce qu'on fait des actes excessivement importants. Il y a beaucoup de mots et les mots ne comprennent pas tous de la même manière. Et à la fin, on se dispute. Et donc, quand on se dispute, je peux également accompagner donc, les clients dans le cadre du dénouage des nœuds de la dispute qui est engagée. Ça, c'est une prestation complètement verticale. Et je me dis, en fait, l'interprofessionnalité, c'est le fait de dire, en fait, qu'est-ce que moi, je voudrais faire sur ma marque? Parmi tout ce que j'ai dit, quelles sont les activités que je dois faire sous ma propre marque? Et ensuite, celles que je ne fais pas sous ma propre marque, ces cas-là, je peux le faire par l'intermédiaire d'acteurs externes avec lesquels je pourrais conclure ou pas des relations privilégiées. Et la SPE, l'interprofessionnalité, c'est ça, c'est ma propre marque. Par exemple, je veux dire, moi, je veux être capable, pas forcément d'identifier les acteurs, mais je veux être capable de, sous ma propre marque, de pouvoir faire toutes les vendeurs de diligence, les due diligence d'acquisition, les évaluations d'entreprise. Je veux être capable donc de rédiger les LOI, de rédiger les actes de cession et d'accompagner mon client dans tout ce que je peux appeler moi le client privé, c'est-à-dire non pas lui en tant que chef d'entreprise, mais lui après en tant que détenteur de patrimoine, comment je vais l'accompagner pour le placer, etc. Je peux faire ça c'est la professionnalité. Et je me dis, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de moi, donc expert comptable. Je vais avoir besoin, dans cette activité-là, de gens plus spécialisés en transaction service, donc des experts comptables plus spécialisés en transaction service.
Je peux avoir besoin de gens plus spécialisés dans l'évaluation. Je vais avoir besoin d'avocats. D'accord. Je vais avoir besoin de personnes qui font du droit de la famille. Parce qu'après, il y a un patrimoine. Le patrimoine, il a été constitué par une personne ou par plusieurs personnes. La personne qui l'a constitué, elle a été mariée une première fois, voire une deuxième fois. Les enfants d'un premier lit, voire d'un deuxième lit. Donc, il peut y avoir des difficultés. Donc, il y a ça. Donc, du droit de la famille, etc. Ça, c'est l'interprofessionnalité. Ça, c'est répondre à ce que moi j'appelle une prestation verticale. D'accord. D'accord. Voilà. Ou alors, on peut le dire différemment. Du gros cabinet, on dit je me suis spécialisé dans un secteur particulier. C'est le secteur de la transaction d'entreprise, dans mon exemple. Il peut y en avoir plein. Et donc, la différence, c'est que j'additionne pas des compétences métiers. J'additionne des compétences pour servir une prestation globale. Donc le client, il rentre bébé chez toi et il sort à la retraite. Il peut. Ou, dans mon exemple-là, je l'accompagne pour céder son entreprise, mais je suis capable donc de l'accompagner du début jusqu'à la fin. Je sais de quoi je parle. Et c'est ça pour moi l'interprofessionnalité. C'est d'avoir une prestation assez complète, d'accord, et bien finalisée. En fait, ça nous permet de parler au client de ce qu'il attend et non pas de vendre au client ce que l'on est. Regardez tous les sites internet que l'on propose à nos clients. Franchement, c'est des boules-bas. En fait, le client, on ne lui parle pas de lui, on parle de nous. Mais le client s'en moque. Il voudrait bien qu'on lui parle de lui. Et l'interprofessionnalité, ça peut permettre de parler au client, de parler de lui, de sa problématique. D'accord. Il y a plein d'exemples. L'exemple de la session d'entreprise, c'est assez simple à comprendre. Justement, quand on va en venir, parce que ma question suivante, c'est quels sont les avantages justement de ce type d'installation. Tu les as indirectement évoqués par rapport à l'organisation, mais peut-être des exemples, des anecdotes pour justement appuyer l'essence même de cette interpro. Après, c'est apprendre à travailler ensemble. Si en fin de compte, nous, on a débuté avec un cabinet d'avocats. L'idée, c'est de dire, quand j'ai une problématique juridique, je vais avoir un cabinet d'avocats. Mais en fait, ça, ce n'est pas de l'interprofessionnalité. Ça, ce sont des relations entre professionnels de métiers différents. L'interprofessionnalité, c'est comprendre quels sont les clients que l'on a et les attentes spécifiques qu'ils vont avoir. Par exemple, on peut avoir des clients qui ont une particularité, des coopératives. Coopérative, c'est quelque chose de particulier. Pour pouvoir répondre à la problématique, j'ai une problématique juridique. Donc je dois avoir, c'est un exemple vécu ça, je dois avoir donc un spécialiste de la coopérative. D'accord ? Le spécialiste du droit de la coopérative, il faut qu'il s'allie à un spécialiste de la comptabilité ou de l'audit de la coopérative pour pouvoir rendre une prestation complète qui parle au client. D'accord ? Donc, c'est ça, l'exemple, ce n'est pas d'additionner des compétences hétéroclites, mais c'est additionner des compétences pour répondre à des problématiques identifiées. D'accord. Évidemment, on n'aura pas que des problématiques identifiées. Après, il y a tout venant. Donc, voilà. Il y a un socle commun de base. Exactement. Donc, c'est ça l'avantage. Et moi, je trouve que c'est. Je suis assez mûr dans la profession, on va dire, mais je pense que c'est une chance excessivement importante pour les jeunes. Donc, si j'étais jeune, j'essaierais donc je réfléchirais à ce qui m'intéresse le plus dans la vie, le type d'entreprise, le type de secteur, et j'essaierais de bâtir quelque chose avec des professionnels dans le cadre de l'interprofessionnalité pour être reconnu comme étant un spécialiste d'un secteur particulier ou de deux secteurs particuliers. Et cette organisation, cette forme, c'est vraiment une chance. Plutôt pour les deux. D'accord. Plutôt pour les deux. Bon, pour un professionnel tout court, on enlèvera la couleur des cheveux.
Ben, justement, comment un confrère peut envisager ce type d'association ou comment il peut également se lancer? Le jeune qui s'installe demain. Bah, c'est la même problématique que s'associer avec un confrère expert comptable. Il faut trouver les chaussures à son pied. Ça, c'est difficile. C'est comme pour retrouver son nom. C'est pas facile. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est une association. Hein, donc, il faut, dans l'association, se fait toujours plein de promesses. Donc, on commence par se faire des promesses, et donc, on n'entend que ceux qui murmurent correctement à nos oreilles. Donc, là, on se met tous d'accord. En fait, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut être sûr qu'en fin de compte, on répond bien à une problématique commune. Oui. C'est la même chose que quand on s'associe avec un expert comptable. C'est être sûr qu'en fait, on a bien un projet, qui est un projet à moyen terme, on va dire. Hein, on ne se fait pas des engagements pour 30 ans, mais un projet à moyen terme qui est cohérent. Il faut trouver des personnes qui veulent répondre à cette problématique. Si je prends mon exemple de COP, c'est de dire, en fait, voilà, moi j'ai une compétence particulière pour les COP, je cherche quelqu'un qui va pouvoir compléter mon offre. Hein, donc, ça peut être un avocat, mais il peut y avoir d'autres personnes. J'ai un autre exemple, le non-marchand. Dans le non-marchand, qu'est-ce que l'on a? On a des problématiques, on a des problématiques comptables, il y a des problématiques juridiques. Il faut connaître parfaitement ce que c'est qu'un fonds de dotation, ce que c'est qu'une association, une fondation, etc. Puis, il y a une problématique de droit du patrimoine, c'est-à-dire qu'en fait, ces organismes-là, généralement, détiennent un patrimoine immobilier important. Oui. Alors, ça peut être intéressant de s'allier à un notaire dont c'est une des spécificités. Voilà. Mais si le notaire, c'est une de ses spécificités, il ne fera pas que ça. Mais il sera dans une société de la professionnalité, peut-être, pour cette problématique. D'accord. L'avocat aussi. Et il n'est pas interdit de partager juste un socle commun et d'avoir d'autres activités par ailleurs, qui ne sont pas forcément liées à ce socle commun. Par exemple, on a un socle commun pour servir tous ceux qui aiment le marchand, ça n'empêche pas de faire des sociétés commerciales, voire même de travailler avec quelqu'un d'autre. Hein. Pas... D'accord. Si on creuse un petit peu au niveau de l'organisation, parce que qui dit interprofessionnalité, en tout cas dans notre cas de figure, on est rencontré avec d'autres professionnels réglementés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits au niveau des instances de chacun dans la réglementation où le package qui a été fourni avec cette forme juridique permet de naviguer sereinement? Alors, la problématique dont tu parles, essentielle, c'est le secret professionnel. Hein? C'est ça la problématique essentielle. Il n'y a pas que celle-là, hein, mais il y a celle-là. Le secret professionnel, il faut comprendre que si je prends ces trois professions dont je parlais, notaire, avocat, expert comptable, ou commissaire aux comptes. Il faut savoir que les avocats n'aiment pas trop donc, les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice avec les commissaires aux comptes, parce qu'ils considèrent qu'en fin de compte, le commissaire aux comptes n'est pas quelqu'un de très recommandable, puisque lui, il dénonce au procureur de la République les irrégularités, donc les reconnaissances, ça. Mais donc, ces professions-là, elles ont chacune un secret professionnel. C'est différent, mais qui se rejoignent. Si on prend la profession d'avocat, il y a deux types d'avocats. Il y a celui qui plaide et il y a celui qui conseille. Il y avait l'avocat d'avant, le conseil juridique. D'accord, on les a réunis dans une même profession, comme nous on a réuni l'expert comptable et le comptable dans une même profession. Ils ont des problématiques légèrement différentes. Le secret professionnel de l'avocat qui plaide, qui défend une personne, est absolu. Parce qu'il défend une personne. D'accord. Le secret professionnel de celui qui conseille une entreprise, il ressemble beaucoup au nôtre. Hein. Beaucoup. Ceci étant, ce n'est pas le même. Mais l'avantage que l'on a, c'est que lorsque l'on est dans une SPE et qu'on traite d'une problématique du même client, on a un secret professionnel partagé. Autrement dit, le secret professionnel tombe
entre les deux professionnels qui vont travailler sur. Voilà. Donc, il y a cette problématique-là. Après, il y a d'autres problématiques. Il y a les problématiques des contrôles donc, des institutions. Voilà. Alors, voilà, les contrôles des institutions, si l'ordre vient contrôler donc, un dossier particulier, évidemment, ils ne vont contrôler que les éléments qui seront faits par le professionnel. Oui. Donc là, on a l'obligation d'avoir une organisation un petit peu particulière. Bon, donc on s'adapte. Donc c'est une forme juridique qui peut être sujet à plusieurs contrôles dans la même année, mais pas par les mêmes instances. Non, par les mêmes instances. D'accord. Si on met un notaire, par exemple, vous êtes sûr qu'eux, ils sont contrôlés tous les ans, quoi, parce que les notaires ont un contrôle donc, technique et puis un contrôle comptable tous les ans. Donc à minima, contrôle tous les ans et sur l'activité notariale. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur les actes qui sont faits et un contrôle sur la comptabilité de l'étude. D'accord. C'est-à-dire, tout sûr que le notaire a bien reversé le montant. C'est fini. Alors, si on va dans le détail au niveau de la composition des associés, est-ce qu'il peut y avoir des associés, comme on dit chez nous, non membres d'une profession réglementée, où il ne faut que des professionnels? Oui. Que des professionnels. Et oui, parce que nous, on accepte que des professionnels accèdent au capital des sociétés de services comptables, commissaires de compte, dans une certaine limite. Et c'est autorisé par toutes les professions. Les avocats ne l'autorisent pas. D'accord. Donc, pourquoi cette question? Parce que dans ton accompagnement, j'ai noté l'expertise comptable, les travaux d'évaluation, une certaine expertise des avocats, le droit de la famille, mais tu évoquais éventuellement en cas de soucis, donc je le mettrais plutôt dans la gestion de conflits. Est-ce qu'il y a une équipe dédiée? Donc pour le coup, pas associée, c'est un service qui interviendrait comment pour définir un peu l'actionnariat? Pour moi, la gestion des conflits, c'est une affaire d'avocats. D'accord, en fait, tu as des avocats qui ont fait des nœuds, ils ont fait le contrat, et puis ensuite, tu as ceux qui viennent défaire les nœuds. D'accord. C'est dans le cadre d'un conflit. Je pensais plutôt à une problématique de droit. D'accord. En revanche, tu peux avoir l'accompagnement. Quand je dis l'accompagnement des clients qu'on saisit une entreprise, donc on les accompagne en amont pour s'assurer qu'une fois qu'ils vont vendre l'entreprise, ils ne vont pas être en dépression, parce que la vie s'arrête. En tout cas, le téléphone ne sonne plus, etc. Voilà. Donc ça se prépare. Et puis également, donc, ce qu'ils veulent faire, donc, des fruits qu'ils ont tirés de la vente, ça, c'est en théorie pas possible dans une SPE, parce que ça peut être très bien fait par l'intermédiaire d'une filiale. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut que des professionnels qui font partie d'un ordre au niveau de l'actionnariat. Oui. D'accord. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui souhaiteraient entreprendre ce type de démarche? Je dirais jeunes, moins jeunes, peu importe l'avancement, j'ai envie de dire, dans leur carrière, ça peut être un changement de mode d'exercice. Moi, je pense qu'il faut penser quand même dans une période où on voit que nos activités prennent une certaine courbe. On voit que ça tourne, il faut regarder, essayer de trouver le point de sortie. Comment le métier va évoluer. Et en fait, quand je dis comment le métier va évoluer, c'est réfléchir à quelles seront les attentes des clients demain. À moyen terme, 10 ans. Quelle pourrait être l'évolution de l'attente des clients. C'est un peu un pari sur l'avenir. Oui. Et en fonction de l'évolution, je dois pouvoir me préparer et répondre. Dans une certaine mesure, la pluriprofessionnalité est un moyen d'y répondre. D'accord. Voilà. Donc le conseil que je donnerais, c'est de dire, première des choses, c'est de réfléchir, tenter de réfléchir, seul ou à plusieurs, sur l'attente, l'évolution de l'attente des clients dans les années à venir sur des secteurs particuliers. Je sais pas, alors, des secteurs, ça peut être des secteurs métiers, l'assurance par exemple, ou des secteurs type d'entreprise, la petite entreprise, la
PME, comment l'attente des clients, les offres d'attente qu'ils ont vont évoluer. Une fois que je réponds à ça, ou que j'essaie d'y répondre, je peux me dire, en fait, la pluriprofessionnalité peut être un moyen de mieux répondre aux attentes à venir des clients. Donc, il y a une réelle distinction entre être expert comptable, prendre contact avec un avocat pour gérer une problématique, et ce mode d'exercice où tout le monde intervient pour répondre de manière globale en formant un homme face au client. En répondant au client. Oui. Voilà. En fait, parce que souvent, dans notre vision, qu'est-ce qui se passe? Y compris dans les assez gros cabinets, pas dans les très gros. Dans les très gros, la marque prime. Et même dans le cabinet comme le mien, qui est quand même assez gros, on vient voir un tel ou un tel, plutôt que la marque. La marque peut rassurer, mais on vient voir une personne. D'accord? Ce que je crois, ce vers quoi il faut aller, c'est qu'on vienne voir une compétence. Donc, une marque. D'accord? Elle est faite de femmes et d'hommes qui ont une certaine compétence, mais on vient voir une marque. La pluriprofessionnalité peut répondre à cette problématique-là. Je suis connu, pas moi, d'accord? C'est la structure est connue pour la compétence que j'ai réussi à développer. D'accord, ça peut répondre. Juste pour que les participants également comprennent, quand tu fais allusion à la marque, c'est l'identité du cabinet qui est connue pour cette pluriprofessionnalité, pluridiscipline. Qui est connue pour pouvoir répondre donc, à une problématique. Tu fais concurrence à Amazon. Oui. C'est ça, en fait. D'accord. C'est un bon exemple. Mais en soi, il n'y a pas de marque, comme on pourrait l'entendre, qui a été déposée par rapport à l'activité. C'est vraiment l'identité qui est connue strictement pour ça. D'accord. Qui a fait connaître pour une compétence bien affirmée sur un sujet, sur un ou plusieurs sujets particuliers. Et donc là, on peut réfléchir en amont à la pluriprofessionnalité. On pourrait dire que le cabinet est en avance sur la recommandation du full service par rapport aux instances. C'est ça. C'est une sorte, alors c'est pas du full service, mais c'est du service pour tous. Voilà, à l'inverse. C'est complet. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret, quand je dis concret, vécu d'un client qui arrive, il est reçu par une personne, il faut que l'ensemble des têtes d'ensemble soient présentes, parce qu'au quotidien, ça obligerait peut-être à ce que tout le monde soit présent à chaque fois. L'organisation terrain, parce que moi j'exerce seul, je n'ai pas cette problématique, je vais sonner ou appeler des confrères ou des consoeurs, mais quand on est plusieurs cerveaux, typiquement la gestion au quotidien. Alors là, il y a une révolution à faire. C'est un vrai problème. En fait, le client, il faut forcément qu'il soit piloté par une personne. Oui. D'accord. Si je prends un exemple, les trois professions là, classiques, avocat, notaire, puis comptable. Par exemple, un notaire qui est le notaire d'une grosse association, d'accord. Si lui, il est responsable du dossier, il doit être au courant de tout ce qui se passe. D'accord. C'est lui qui pilote le dossier. C'est pas lui qui va faire la compta. Mais s'il y a une problématique, il faut systématiquement que la problématique lui remonte, parce qu'il ne doit pas être celui qui tombe de l'arbre quand le client lui pose une question, il n'est pas au courant. Donc il faut qu'il soit au courant des problématiques qu'il y a eu et des solutions que l'on a apportées. Au moins qu'il y ait une couleur. Donc il faut forcément qu'il y ait des pilotes de clients. D'accord. Parfois, ça sera l'avocat. Parfois, ça sera le notaire. Parfois, c'est l'expert comptable. Voilà. Mais on ne peut pas travailler chacun en silo. D'accord. Si c'est mon associé avocat qui a le lead sur un dossier, et j'ai en tête un dossier particulier, on doit faire en sorte que chaque fois qu'il y a une problématique, la personne soit au courant du problème rencontré, de la solution qui a été donnée. D'accord. Elle n'intervient pas sur la façon dont on résout le problème, elle est au courant de la problématique, elle est au courant de la réponse qu'on a apportée.
D'accord, ça nécessite une organisation. Bah, ça nécessite à passer de c'est mon client à c'est le client du cabinet. Oui. D'accord, c'est le client du cabinet. Et il y a un leader sur le client. Oui, plus une notion de leader et pas de responsable technique qui gère de A à Z. C'est pas ça, c'est leader sur le client. Bah, c'est celui vers lequel qui a les meilleures relations avec le client. Oui, interlocuteur privilégié, comme on le dit. D'accord. Donc, la communication, elle reste malgré tout importante, voire beaucoup plus dans ton cas de figure, puisque c'est vraiment, ce n'est pas compartimenté. On récupère l'information d'un sujet, de la matière du collègue, du confrère ou de l'associé. Je donne un exemple. J'ai un client qui a une holding qui aurait pu supporter la dette de 2%, qui aurait pu, c'est importante, voilà. Et il a une problématique de donation. Donc au départ, problématique de donation, il a d'abord une problématique de trait. Et comme c'est une holding, il faut savoir si elle est animatrice ou pas. Et ensuite, on a un problème d'évaluation. On a un problème de pluriprofessionnalité. Je suis leader sur le client. Je fais intervenir une personne du cabinet d'un un avocat sur la partie du trade. Je fais intervenir quelqu'un sur la partie évaluation. Il est hors de question que je ne sois pas au courant de tout ce qui se passe. C'est pas possible. Oui. D'accord? Parce qu'en fait, c'est moi qui initie la question et en fait, c'est moi qui vais accompagner le client pour qu'il puisse faire sa donation dans les délais, sur les délais qu'il attendait, auprès d'un notaire. Qui n'est pas le notaire en tant que travail. Mais bon, ça, c'est une question de pluriprofessionnalité. Je suis le leader sur le dossier, je suis au courant de tout. Voilà. Il n'y a pas un rendez-vous qui se prend pour que je sois au courant. D'accord. Voilà. Ça, c'est plus facile à faire quand on est dans la même structure que si je le fais avec un confrère avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais qui est indépendant. Lui, il va avoir ses propres règles, il va devoir répondre à ses propres problématiques professionnelles, et donc je ne serai pas nécessairement systématiquement au courant. Voilà. Là, je pense les choses. C'est pour ça que je parlais de prestations horizontales et de prestations verticales. D'accord. Aujourd'hui, là c'est plus pour mieux comprendre le mode de fonctionnement. Tout le monde travaille dans la même structure ou certains ont une activité séparée à côté? Est-ce que l'organisation, au final, permet d'être occupé? Alors moi, en parlant de la casquette d'expert comptable, c'est pas le boulot qui manque, mais quand on a une forme juridique pluridisciplinaire, est-ce que chacun, entre guillemets, y trouve son compte ou a encore son activité à côté? Il peut y avoir, donc, il y a une structure globale, donc il y a des prestations qui sont définies, dans lesquelles on travaille, par exemple sur la partie dont on parlait, là, donc l'accompagnement du client, ça n'empêche pas un avocat d'avoir ses activités propres, avec des clients qui ne sont pas des clients qui sont des clients, pas forcément, enfin, sont des clients, mais sur une activité très particulière, celle de l'avocature. Le client n'est pas forcément un client global du cabinet. Et l'expert comptable peut très bien avoir également des activités dans lesquelles il n'a pas encore réussi à avoir une appréciation globale pour son client. C'est pour ça que je dis qu'il y a des prestations qui sont des prestations de pluriprofessionnalité, puis toutes les prestations qui restent. D'accord. L'un n'arrache pas l'autre. Donc les jeunes confrères comme les moins jeunes ont tout intérêt à étudier cette piste. Au moins d'y réfléchir. Au moins d'y réfléchir. D'accord, donc occasion d'organiser des événements autour de l'interprofessionnalité pour avoir plus de rencontres sur cette thématique. Ils ont intérêt, exactement, nous on a intérêt à le faire aussi, mais encore une fois, ce n'est pas l'addition, pour moi, de compétences, d'accord? C'est la façon d'organiser la réponse à une problématique particulière. D'accord. Merci les choses. En remontant, au début, j'ai noté aux alentours de 2000, après c'était validé en 2016, c'est parce que tu avais une casquette d'expertise comptable et une appétence pour le droit, mais l'expert comptable qui se retrouve isolé
Parce qu'on parle des avantages, comment lui viendrait l'idée de se dire bah, je m'associe avec un notaire ou un avocat parce que c'est mon voisin? Non. En fait, je pense qu'il ne faut surtout pas dire je vais m'associer avec un avocat ou un notaire. J'ai une problématique où j'en ai pas. Parce qu'on pourrait très bien tomber sur des confrères qui vont se dire moi, je continue à faire des comptes à bec. Bon, ben voilà. Si tu continues à faire des comptes à bec, pourquoi tu t'associerais avec un avocat ou avec un notaire? En revanche, j'ai une certaine clientèle qui, pour que je puisse répondre le mieux possible, nécessite que j'obtienne des compétences. Et dans les compétences que je lui offre, des compétences plus importantes. Et là, on peut se dire peut-être que dans ces compétences-là, il y a peut-être du droit des sociétés, voilà, et peut-être du droit de la famille. Et donc là, je peux trouver quelqu'un ou quelques-uns avec qui je pourrais m'associer pour pouvoir créer ce que j'appelle une marque spécifique. D'accord. Je réponds à une problématique, mais j'y réponds le mieux possible. D'accord. Le mieux possible, c'est-à-dire de façon la plus compétente possible sur un spectre de compétences le plus étendu. Moi, tout seul, je ne peux pas le faire. D'accord. À trois, on peut peut-être le faire. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Comme il ne faut pas s'associer pour s'associer, il faut trouver les personnes qui peuvent répondre à un problème qu'on se pose, ou qu'un client pose. Deux questions me viennent par rapport à ce que tu dis pour rebondir. De manière générale, on a une équipe qui est construite pour occuper plusieurs domaines d'activité. Si toutefois un sujet concerne un autre spécialiste, c'est le solliciter ou se dire qu'on élargit l'éventail et on lui demande de nous rejoindre pour à l'avenir pouvoir répondre à la demande? C'est l'occasion qui fera le larron. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est une problématique ou deux problématiques individuelles, on fait appel à une compétence que l'on connaît et qui y répondra très bien. Ça, c'est pas de l'interprofessionnalité, c'est de l'échange de prestations. Et puis, si en fait cette problématique a vocation à se répéter souvent, peut-être qu'on peut réfléchir à intégrer quelqu'un qui répondra pour qu'on ait une compétence plus reconnue. D'accord. Je regarde en même temps si nous avons des questions. Non, alors je redescends. Il faut une polyvalence suite aux petits soucis techniques. Il faut 3 mains. Oui. Si j'en ai une, hors SPE, comment bâtir cette interprofessionnalité? Hors SPE? Oui. Hors SPE, alors, juridiquement, on ne peut pas le faire. D'accord? Juridiquement, on ne peut pas le faire. On ne peut le faire qu'un intermédiaire, que par l'intermédiaire d'une SPE. On peut le faire de façon empirique. C'est-à-dire que on est dans les mêmes locaux, par exemple, on a notre propre cabinet, l'avocat a notre propre cabinet, celui qui est spécialiste des marques a son propre cabinet, et on travaille ensemble. C'est de l'interprofessionnalité qui ne se dit pas, c'est du Canada Dry. C'est ce que le Canada Dry est à la bien. C'est la même couleur, mais ce n'est pas ça. C'est un schéma un peu SCM, on partage des moyens et on est dans les mêmes locaux. C'est ça, on partage, voilà. Mais si on veut vraiment faire de l'interprofessionnalité, c'est de la SPE. L'idée, c'est que la forme juridique permet de rejoindre ce que tu as mis en place, cette notion de marque au niveau de l'entité qui est reconnue en tant que telle et non pas une mutualisation dans les mêmes locaux. Ouais, c'est ça. D'accord. Et la SPE s'appellera par exemple cabinet XX SPE. Et on pourrait l'avoir après sur le nom commercial, XX avocat, XX expertise comptable, XX droit des marques, etc. Plus sur l'aspect technique au moment de l'installation, de la constitution de cette structure, elle a vocation à être inscrite
autant de fois qu'il y a d'ordres concernés dans le capital. Alors, sur Paris, ça se passe assez bien. Quand on inscrit, c'était fait assez rapidement. Bon, alors, c'était assez... étant connu. Mais, voilà, mais les avocats, c'était rapide aussi. Pas de mésaventures sur l'installation. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder les chiffres de ce type de forme juridique à aujourd'hui. Il y en a de plus en plus à ta connaissance ou Alors, à ma connaissance, oui, il y en a de plus en plus, mais il y en a quand même pas beaucoup. Une idée? Non. Non. Je me garderais bien à donner. Je regarde si nous avons d'autres questions. J'en profite. Alors, j'en ai pas vu d'autres. Je ne sais pas si Lydia est encore en ligne. Est-ce que nous avons répondu à sa question? Pour répondre à sa question, soit on fait une structuration juridique par l'intermédiaire d'une SPE, soit on bâtit quelque chose qui ressemble à de l'interprofessionnalité, parce qu'on partagerait les mêmes locaux, on partagerait donc les mêmes clients, mais qui n'est pas de SPE. Une particularité, il y a quand même, je disais dans la SPE, donc on a un secret professionnel partagé. Lorsque l'on travaille, par exemple avec un avocat sur une même problématique, on a également un secret professionnel partagé, et sur cette problématique. Alors Lydia, elle pensait que nous allions parler du networking. Et ça, c'est pas de l'interprofessionnalité, le networking, hein, c'est le fait de partager des locaux. Là, vous avez là pour le coup, pour le networking, parce que plutôt que nous prenons des locaux importants chez RSM, et donc on a une partie, on avait réfléchi si on pouvait l'offrir en networking, on y réfléchit encore d'ailleurs, à des confrères. Nous permettre à des confrères plus jeunes de venir dans des locaux intéressants, et puis de pouvoir partager des compétences plus diversifiées avec un cabinet de locaux. Ça, c'est pas de l'interprofessionnalité. Je dirais que c'est de la coprofessionnalité. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être appelé, par exemple, en sous-traitance, on peut discuter de points particuliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir, pas très loin, quelqu'un qui peut répondre à une problématique particulière, qu'on viendrait à rencontrer, mais c'est de la coprofessionnalité, c'est pas de l'interprofessionnalité. Et là, pour reprendre le secret professionnel, il reste absolu. On est complètement cloisonné. C'est-à-dire que si vous êtes en networking dans des locaux, que ce soit chez WeWork ou chez nous, vous pouvez parler de la problématique que vous rencontrez sur votre client, mais de façon à ce qu'on ne sache pas qui est votre client. Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un secret professionnel absolu. Quand on est dans la SPE, on n'est pas cette problématique-là, parce qu'on est dans une même structure, et donc le client. Oui, juridiquement, c'est encadré pour qu'on puisse aborder les sujets. Le networking, c'est je partage des locaux, je peux discuter, je ne suis pas seul, je peux discuter de problématiques particulières, mais je ne partage pas les difficultés que je peux rencontrer sur un client particulier. Ou alors je peux questionner, mais comme je questionnerai un système l'ordre de l'expert comptable sur un problème juridique particulier. Je ne donne pas le nom non plus. Par rapport à cet aspect de networking, est-ce que tu as des informations sur la possibilité de s'installer pour les autres professionnels type avocat et notaire dans des espaces, j'allais dire, ouverts? Nous, on a le modèle un peu Lucas qui est proposé aux jeunes qui s'installent, qui est autorisé tant pour les experts comptables que les commissaires aux comptes, sachant qu'ils ont des restrictions plus lourdes que le professionnel et l'expertise. Est-ce qu'il existe des similitudes chez les avocats et les notaires? Je vais vous donner un exemple. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que sur le même plateau, vous n'allez pas vous mettre un avocat et un expert comptable. D'accord. En fait, il faut s'assurer qu'il y a le secret professionnel. Donc, en fait, quand je parle, on ne m'entend pas.
Il y a également donc, un secret professionnel donc, lié au système d'information. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une barrière, hein, c'est-à-dire que ce qui passe sur ton ordinateur, moi, je ne peux pas donc, le voir, ou je ne peux pas le récupérer. Voilà. Donc il y a tout ça à mettre en place dans un cadre de networking. Et puis, on a une autre problématique, ce sont les espaces communs. Dans les espaces communs, si on travaille, il faut s'assurer qu'en fin de compte, il y a encore une fois le respect du secret professionnel. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien fait. Oui. C'est ça le problème. Pour remonter dans mes premières questions, c'est un des avantages de cette forme juridique pour pouvoir communiquer de manière plus simple. Alors, on peut commencer, pour reprendre la question de la personne, on peut commencer en networking, et puis si l'activité se développe, si les relations que l'on se fait sont plus importantes, on peut passer, on peut étendre donc l'organisation. Ça permet de rebondir sur une autre question pour savoir comment les associés se rémunèrent sur les différentes prestations. Alors, je vais reprendre la suivante. Les associés comment se rémunèrent les associés des différents ordres pour des prestations non équivalentes? Voilà, la personne qui pose la question pose une question beaucoup plus large. C'est dans un cabinet de groupe, comment se rémunère? Autrement dit, comment on essaie de faire en sorte que les rémunérations données aux associés sont globalement équitables en fonction du travail de chacun. C'est un vrai problème. Honnêtement, je ne suis pas certain qu'il y ait une vraie solution. L'idée que moi je me fais, c'est qu'on ne peut partager aux associés que ce que l'on a. Autrement dit, dans les cabinets un peu importants, les associés prennent ce qui reste. Autrement dit, il y a un résultat. Le résultat doit permettre de rembourser les emprunts si jamais il y a des emprunts, d'assurer le BFR, et à la fin, il reste quelque chose. Quelque chose, on se le répartit. On se le répartit comment? En essayant de voir quel est l'effort le mieux consenti, le mieux réalisé par chacun. Entendu que moi, je peux avoir beaucoup d'activités qui me sont apportées par d'autres. Je dois considérer que l'apport doit être rémunéré également. Il y a des règles communes à bâtir ensemble, d'accord, et le plus tôt serait le mieux. Oui, on n'a pas de recette miracle. Non, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des cabinets où vous allez considérer qu'en fait, on démarre tous en même temps, donc on est tous égalitaires. Ça marche bien quand on n'est pas très nombreux. Après, quand on devient nombreux, ça devient plus compliqué. Oui, c'est définir une... Il faut définir des règles, mais peut-être des règles évolutives. Et c'est mieux de les définir au départ. Oui, vaut mieux. Comme dans la profession, il n'y a que les écrits qui restent et qui ont leur importance en cas de conflit. Une autre question, comment résoudre l'unicité d'exercice existant pour des officiers ministériels? Alors, nous, experts comptables, nous pouvons être associés d'une SPE et d'un autre cabinet que l'on peut créer. Ce n'est pas le cas des notaires. Okay. S'ils apportent leur office, ils apportent tout, n'étant pas divisibles. Oui, tout à fait. Ça pose pas vraiment de problème. Nous, c'est vrai qu'on peut être associé, on peut être associé de plusieurs cabinets. Quand on est commissaire aux comptes, il faut qu'on soit associé du cabinet dans lequel on travaille. On ne peut pas être commissaire aux comptes de beaucoup de cabinets. Donc, c'est dans la même structure. Donc, ça se rapproche un petit peu des problématiques du notaire. Le notaire va tout apporter. Rien n'empêche, après, dans la SPE, d'avoir des droits différenciés sur les parts. Donc, les parts que vous allez faire, il peut y avoir des parts de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 3, qui ne donnent pas donc, forcément le même patron. D'accord. Ça peut s'organiser comme ça. D'accord, un peu comme dans les structures d'expertise comptable ou n'importe quelle société de toute façon. Dans n'importe quelle société, voilà. Donc, on peut avoir des parts de catégories différentes. Tout à fait. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que je vérifie de ne pas en avoir passé. À ton niveau, est-ce que tu sais s'il y a de la documentation, j'allais dire, sur les modalités d'exercice Il y en a dans tous les ordres.
Bon, on a nous, alors, des experts comptables, il y en a des avocats, il y en a sur des D'accord. tout à fait. Donc ça peut être déjà une base, une source documentaire pour les confrères et consoeurs qui seraient intéressés par ce mode d'exercice, en tout cas. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si nous avons répondu aux questions des participants sur l'exercice, le mode de rémunération, l'installation. Le notaire, lui, travaille à 100% pour la SPE. Donc la rémunération égalitaire est compliquée, difficulté à résoudre. Mais si le notaire travaille à 100% pour la SPE, si vous voulez une rémunération égalitaire, bah, tout le monde travaille que pour la SPE. Je ne vois pas où est le problème, en fait. Alors, pour essayer de comprendre, à ce moment-là, on aurait un notaire qui serait isolé, entre guillemets, dans la structure, alors que ses associés auraient loisir à exercer à côté. Oui, mais c'est la même problématique que si, en fait, la problématique de la rémunération, vous la rencontrerez de toute façon, que vous soyez dans une SPE, que vous soyez chacun dans des cabinets indépendants. Parce que se pose toujours la question de savoir, je t'envoie un client, qu'est-ce que tu m'envoies en retour? Est-ce que tu vas m'envoyer en retour ou pas? Souvent, quand on envoie un client, enfin moi c'est ce que je considère, si je t'envoie un client et que tu es capable de répondre à la question, à laquelle moi je n'étais pas capable de répondre, tu m'as déjà rendu un service, parce que je réponds au problème, je suis capable de répondre au problème de mon client. Voilà. Mais après, je peux très bien me dire, bon, qu'est-ce que toi tu m'envoies en retour? C'est une forme de rémunération. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, on estimera qu'en fait, le poids n'est pas équivalent. Bon, vous aurez la même problématique dans l'SPE. D'accord? Le problème de la rémunération, et là, pour le coup, j'ai un peu d'expérience là-dessus, c'est vraiment que je travaille, c'est quelque chose qui doit évoluer régulièrement. Donc, on ne peut pas fixer des règles, en se disant, voilà, les règles sont fixées, on les applique tout le temps. Non, elles vont évoluer en fonction de l'évolution de l'activité. Vous allez peut-être commencer à travailler avec un notaire qui a beaucoup d'activités. C'est lui qui aura la rémunération la plus importante, puis petit à petit, ça va s'inverser. Et donc, en fin de compte, les rémunérations devront être rééquilibrées. C'est une problématique qu'on doit se poser régulièrement, enfin au moins une fois par an. Savoir si ce vers quoi on va est équitable. Mais vous avez donc, puis vous avez les moyens de voir, c'est que vous, en tant qu'expert comptable, c'est qu'en fait, encore une fois, on ne peut se partager que ce qui reste. Et donc, ce qui reste, vous êtes capable de le mesurer. Et après, on répartit de façon, pareil, le plus équitable. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on fixe des règles, et donc il y a des répartitions de primes en fin d'année. Et donc, il y a un groupe d'associés qui s'assure qu'en fait, les règles de répartition respectent une certaine équité. Je dis une certaine équité parce que respecte l'équité, c'est un bien grand mot, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça respecte une certaine équité. Autrement dit, chaque répartition est expliquée et que l'explication est cohérente. Ça peut être un sujet épineux dans le sens où, s'il y a recommandation, le professionnel qui aura répondu à la demande, donc apporter le chiffre, peut considérer d'avoir fait le travail, mais si on remonte en amont, sans la recommandation, il n'y aurait pas eu le chiffre. C'est ça. Il y a tout un tas de problèmes. Donc ça se règle au fur et à mesure. Mais quand je disais les répartitions égalitaires, c'est généralement quand on démarre, qu'on n'a pas énormément de choses, que chacun est enthousiaste pour développer l'activité, la rémunération égalitaire se comprend. Et bien évidemment, si on considère que dans la SPE, il y en a un qui fait toute son activité et l'autre qui en fait qu'une partie, ça sera difficile d'avoir une rémunération égalitaire. Alors, sans parler de bon sens, c'est avoir
une base égalitaire et peut-être ajuster d'une année à l'autre en fonction de la nature du chiffre d'affaires. Je ne sais pas s'il est intéressant de décomposer par nature d'activité les différentes prestations pour avoir une base chiffrée pour peut-être redéfinir la formulation, alors soit de la rémunération ou des éventuelles primes. En fait, la question qui est posée là, c'est la même question que vous poseriez si vous créiez un cabinet purement d'expertise comptable. Comment je répartis la rémunération entre mes associés? L'idée étant, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à lui, donc c'est un gâteau commun, comment on fait pour se le partager? En fonction des efforts bien compris de chacun. Donc on fixe les règles au départ, puis on vérifie si en fin de compte, chaque année, ce que l'on a fixé comme règle, c'est toujours applicable. Ça ne change pas avec une profession indépendante. Ce sera la même problématique que l'on rencontrera. Je reçois des questions de plusieurs canaux de communication. Si, on avait bien des questions. Selon toi, il est préférable d'avoir ces éléments inscrits dans le pacte d'associés ou c'est quelque chose qu'il ne faut pas figer en soi et avoir une certaine souplesse au travers de décisions ordinaires ou exceptionnelles? Alors, dans le pacte d'associés, on ne mettrait pas la rémunération. Dans le pacte d'associés, je dirais, j'expliquerai comment on s'associe, comment on se désassocie et sur quelle modalité financière on se désassocie. Et puis, par exemple, il y a les sorties normales, il y a une sortie normale, c'est quand, on prévient combien de temps avant pour sortir, comment on évalue les parts, si jamais on n'a pas prévenu suffisamment en amont, est-ce qu'on est en sortie fautive, quel est le taux de réduction des parts, du prix des parts dans la sortie fautive. Moi, c'est ce que je mettrai dans un pacte d'associés. Et je mettrai également les modalités pour pouvoir faire entrer de nouveaux associés. Ça, c'est le pacte. Et tous les nouveaux associés respectent bien le pacte. La rémunération, c'est quelque chose que je mettrai à part. On peut réfléchir. Moi, je ne voudrais pas trop figer, parce que le pacte d'associés peut être figé pour une durée relativement longue. Je ne voudrais pas trop figer la rémunération. Parce que dans la question qui est posée, il y a deux choses. C'est le montant que l'on aura à la fin, mais comment je le calcule? Est-ce qu'en fin de compte, ce montant se calcule de la même façon, suivant que l'on est expert comptable, avocat, notaire, etc. En fait, est-ce que l'activité réalisée par ces différentes professions dégage les mêmes taux de rendement? C'est aussi ça la question, d'accord? Mais vous pouvez avoir exactement la même question dans un cabinet d'expertise comptable. Suivant que je fais de la transaction service, que je fais de la comptabilité, je n'aurai pas forcément le même taux de rendement. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce que j'attends d'un associé, c'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il sert d'abord à payer les collaborateurs. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste une fois que les collaborateurs sont payés, c'est la marge. Il me faut une certaine marge par associé. Si l'associé travaille dans une activité qui a une rentabilité importante, peut-être que la marge, le chiffre d'affaires attendu, ça sera 2 fois le montant de la marge. Si l'activité est moins importante, ça sera peut-être 3 fois. Donc, peu importe. Donc, le tout, c'est de se dire qu'est-ce que l'associé doit dégager comme marge. D'accord? Voilà. Et ensuite, comment faire la répartie. Une fois qu'on a, si on a globalement des marges à peu près équivalentes, c'est assez facile à répartir. Et les frais de structure. C'est les mêmes conseils qu'on apporterait à nos clients de se laisser appliquer à soi-même. Être intelligent dans le mode de fonctionnement, la détermination des objectifs de chacun. Comme tu le dis si bien, c'est le même mode de fonctionnement qu'une société d'expertise comptable avec plusieurs associés. C'est pareil. Puis après, dans la rémunération, ce à quoi vous allez penser, c'est au début, on part à fond, et puis on peut avoir des accidents. Des accidents de parcours, des accidents de vie, etc. Pendant combien de temps on laisse à la personne le temps de se refaire? Et donc, le temps qu'on lui laisse pour se refaire, ça veut dire qu'on lui maintient une rémunération, même si elle n'a pas son activité qui était l'activité attendue. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être relativement souples, être pensées,
être écrite, mais que je ne mettrai pas dans ma page. D'accord. Y a-t-il un retour en arrière possible? Comment valoriser la clientèle globale sur laquelle tous les professionnels sont intervenus à différentes mesures et comment la scinder? C'est une bonne question. Bon, ni je m'entends plus, comment je fais en fait, vous allez avoir, à mon avis, pour pouvoir répartir ça, c'est quand je fais une facture, je n'ai pas une facture globale, il y aura quand même une facture, donc le notaire qui va facturer, l'avocat va facturer, l'expert comptable va facturer. À la fin, on voit quel est le poids relatif de chacune des activités en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge. Ça nous permet donc de faire une évaluation de la clientèle de chacun pour qu'on puisse se sortir de façon équitable. D'accord. Sans pour autant avoir une comptabilité analytique, c'est vraiment identifier les différentes activités proposées. Tu es obligé d'en avoir une. Hein. Tu es obligé d'avoir une activité, donc une comptabilité analytique, parce qu'en fin de compte, quand leurs avocats viennent contrôler le chiffre de l'avocat, lors des experts comptables, les activités. Et je me rends compte que oui, c'est une erreur, parce qu'au moment du paiement de la déclaration, des cotisations, va déclarer uniquement le chiffre d'affaires du professionnel. Exactement. Donc ça permet d'évaluer la part de l'actif de chacun des professionnels, si jamais il y avait des dissensions, des volontés de départ. Je suis droitier. J'en profite s'il y a d'autres questions pour essayer de faire un petit résumé des informations ou des tips qui peuvent être donnés. Impact d'associé plutôt entrée-sortie qui va définir et encadrer notamment l'arrivée de nouveaux associés. Pas recommandé d'inclure la partie rémunération, de bien scinder les activités. Une question me venait à l'esprit au niveau de la ventilation, du pourcentage de chaque professionnel dans le capital. Est-ce que c'est un tiers, 50-50? Est-ce qu'on peut avoir... Chez nous, tous les associés ont le même nombre de parts. Il n'y a pas de sujet, c'est ça. En fait, là encore, ça dépend comment on veut s'organiser. Ça, c'est lié à la rémunération. Donc, dans une structure, sont thésaurisés une partie du rendement de la structure dans le but de vendre plus tard et de tirer une plus-value. Soit on se dit, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, et je prends tout de suite ce que je peux prendre. Autrement dit, je partage la rémunération, je laisse quasiment rien dans la structure, si ce n'est ce qui lui permet de financer son BFR et d'investir dans les matériels utiles, les logiciels utiles et ou les croissances externes. Hein. Ça, c'est une réflexion d'entreprise. Et je me partage tout le reste. Vous avez les deux situations possibles. Donc, après, dans la première situation, si on veut thésauriser et puis vendre, peut-être qu'on peut avoir des droits différents. Dans une structure où on se partage tout ce qu'il y a, les associés peuvent avoir le même nombre de parts. D'accord. Pour rendre la chose beaucoup plus accessible, ça reste un mode d'exercice identique à celui que l'on a de manière classique au niveau de l'expertise comptable. On va travailler avec d'autres professionnels. Leur réglementation peut complexifier l'activité, mais en faisant preuve de bon sens. C'est-à-dire que c'est un cabinet qui s'est spécialisé, qui a une identité, une marque, mais au final, qui est le pendant d'un cabinet pure expertise comptable. C'est ça, mais qui est d'ordre différent. C'est ça. Alors, si on prend cette notion de pure cabinet d'expertise comptable, est-ce que les problématiques pour avoir des collaborateurs et des équipiers sur ces différents sujets
restent les mêmes ou il y a plus de facilité par rapport à cette pluridisciplinarité au niveau des activités, des profils à retrouver? Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quelles activités on parle. Sur des activités très particulières, qui intéressent probablement pas beaucoup de monde ici, mais sur tout ce qui est activité de mobilité internationale. Donc, quand on est dans un cabinet international, on a forcément des entreprises et clients internationaux, et les clients internationaux envoient des collaborateurs dans des pays différents. De la mobilité. Là, gérer la mobilité par l'intermédiaire d'une SPE, ça peut être un avantage. D'accord ? Ça peut être un avantage parce que ça permet de faire la mobilité à des gens, par exemple, en France, c'est généralement des avocats qui la font, mais on ne voit pas pourquoi ils sont avocats pour faire la mobilité. En Suisse, ce ne sont pas des avocats qui le font, en Angleterre non plus. Voilà. Et donc, mettre tout ça dans une SPE, ça peut avoir du sens. D'accord. Parce que ça peut lier, donc répondre à une problématique vraiment particulière, sans forcément être ou affecté à un cabinet d'expertise ou affecté à un cabinet d'avocats. C'est vraiment une problématique verticale à laquelle on peut répondre, à mon avis, le mieux possible par l'intermédiaire d'une solution accessible. D'accord. La thématique d'aujourd'hui, c'était plutôt sur le I de l'inclusion, de l'interprofessionnalité, mais nous avons également le D dans l'idée de diversité. Est-ce que ça permet d'avoir un accès plus facile à des profils polyvalents, où on reste malgré tout dans une dynamique où on a besoin d'un collaborateur en expertise comptable, d'un juriste ou d'un assistant peut-être pour le notaire, ou on cherche un mouton cette fois-ci à 6 ou 8 pattes? Alors, celui-là, on peut toujours le chercher, je ne suis pas sûr qu'on le trouve facilement. Surtout quand on se dirige vers. On voit bien sur les dernières années, il y a de moins en moins de polyvalents et de plus en plus de spécialistes. Si on prend l'expertise comptable, il y a des années de ça, vous avez des experts comptables qui étaient des collaborateurs qui faisaient des payes, des déclarations TVA, la comptabilité, le secrétariat juridique. Il y en a de moins en moins comme ça. Non, mais c'est vrai, oui, on voit la disparition. On s'est complètement spécialisé. À tort ou à raison, peu importe. En tout cas, on s'est complètement spécialisé. Je crois qu'on est dans cette dynamique-là. La SPE ne permettra pas de trouver des gens complètement compétents. Voilà. D'accord, oui, ça reste le même modèle. On recherche un profil pour un sujet, une matière. Et ça peut permettre de lier donc, des profils différents. Par exemple, on peut travailler, si je prends le cas de mobilité, tous les deux sur un problème de mobilité, moi en étant expert comptable et en revendiquant mon titre d'expert comptable, toi par exemple en étant avocat et en revendiquant ton titre d'avocat. On peut répondre, travailler sur les mêmes problématiques. D'accord. Et si on ne le fait pas par l'intermédiaire d'une SPE, on aura deux cabinets différents, le client il est où, je ne sais pas. Mais donc, ça peut être un gros avantage. Alors là, c'est plutôt au sein de ton cabinet, est-ce que tu as des profils qui vont être demandeurs justement de pouvoir toucher à toutes ces matières, ou ils préfèrent rester vraiment dans leur domaine de prédilection? Au bout d'un moment, tu auras forcément quelqu'un qui va avoir sur toute la compétence, qui va avoir un spectre de la compétence. Tu peux avoir une couleur, moi ce que j'attends, moi je considère que quelqu'un est compétent, c'est comme un bon élève à l'école. Bon élève à l'école est rarement bon sur tout. Il y en a, c'est rare, d'accord? Souvent, on est très bon nombre de matières, mais ailleurs. Mais là, on est un bon élève. Et je pense que sur l'activité pro, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir des compétences affirmées, 2-3 compétences affirmées, et une bonne couleur sur le reste. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas le spécialiste. D'accord? Et ben, la SPE, ça ne changera pas ça. D'accord? Alors que tu aies des compétences, et en fait, que tu aies donc ce que j'appelle moi les couleurs sur la matière. Ça ne changera pas. C'est compliqué de tout savoir. On le vit déjà à notre niveau, donc au cœur même de la structure, ça doit être encore moins évident. J'ai vu une nouvelle question arriver. Pourquoi ne pas inclure la rémunération dans le pacte d'associés? Comment protéger les minoritaires? Le pacte est plus discret qu'un procès-verbal d'assemblée. Pourquoi moi je ne le mets pas dans le pacte? Parce que le pacte, c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être modifié régulièrement. La rémunération, elle doit s'adapter à l'évolution de l'activité de l'entreprise. Donc, potentiellement, la rémunération, les modes de rémunération peuvent changer d'une année sur l'autre.
Le pacte ne devrait pas le faire. Moi, je ne voudrais pas ça dans le pacte. D'accord? Après, la rémunération, c'est quelque chose qui n'est pas forcément donc, un PV d'assemblée. D'accord? Il peut y avoir d'autres modes d'organisation de la rémunération et qui soient bien partagés par. Je laisse bien de répondre. Voilà. Le PC n'est pas branché. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je ne mettrai pas ça dans un pacte, dans le pacte, parce que c'est trop rigide. Et la rémunération doit être plus souple. Donc après, on peut créer dans l'entreprise, ça dépend du nombre de personnes, mais on peut créer un organe qui s'occupe donc des rémunérations et auquel renvoie le pacte d'associés. Le pacte d'associés est spécifique en fait des rémunérations intégrées au comité de rémunération des associés. Donc, on n'a pas identifié des personnes, on peut dire, voilà, ce comité est composé de 3 personnes de chacune des professions. Voilà. C'est ce comité qui organisera la rémunération à partir des critères qui resteront définis. Moi, je pense qu'il faut pas mal de souplesse. J'espère que ça répond à la question. Alors, il y avait une autre partie, comment protéger les minorités? Sur quel type de document vous fixez les critères? Les critères de rémunération? Je pense que ça doit être dans la continuité de la précédente question. Quel document suffisant pour... Ce que je pense, ce que je propose, c'est que on démarre l'année en faisant un budget. Si vous démarrez l'année le 1er janvier, en décembre, vous devez avoir arrêté votre budget. Pour arrêter le budget, on peut le faire au pifomètre, ça marche souvent aussi bien que si c'est hyper pensé. Mais si on veut arrêter un budget donc, et s'entendre sur la façon dont on rémunérera les gens, il faut que chaque associé ait des objectifs. Donc il faut qu'on ait des objectifs partagés. Lesquels objectifs permettront de remplir le budget. D'accord? Et à la fin, on regarde si l'associé il a atteint ou non, voire dépassé les objectifs. Et en fonction de ça, on voit comment on peut répartir au mieux la rémunération qu'il y a. Et peu importe, dans ces cas-là, qu'il y ait des minoritaires ou pas. Peu importe. Peu importe. Il faut que ça se soit acté. Autrement dit, ce ne sont plus des décisions de rémunération qui dépendent de la majorité au capital. Là, ce sont des décisions qui dépendent d'un comité de rémunération. Dans ces cas-là, s'il y a un majoritaire, en France, majoritaire, donc n'est pas une voix prépondérante, et il faut pouvoir organiser ces rémunérations en fonction des objectifs et de la réalisation des objectifs de chacun des associés. Et en cas de litige, est-ce que c'est le point évoqué juste avant, le procès-verbal qui permettra de définir les modalités qui étaient prévues en amont? En cas de litige sur les rémunérations? Alors, si on reste sur l'aspect rémunération, je pense que c'est le sens de la question. S'il y a un litige sur la rémunération, c'est qu'en fin de compte, on ne s'entend pas. C'est que litige sur les rémunérations, ça, à mon avis, ça démarre un peu plus en amont. C'est pas sur la rémunération. C'est un litige sur la perception que chacun a de l'activité de l'autre. Donc, ce que chacun peut apporter, voilà. C'est qu'il y a une mésentente. Donc, ça doit se régler sûrement s'il y a une mésentente par une séparation. Ça rejoint les fondements d'une association, savoir pourquoi on décide de s'associer et bien définir en amont les modalités. C'est l'exemple classique d'une absence maladie, peu importe le motif de l'absence de l'associé, il aura donc moins produit, considérant qu'il est moins méritant. Mais si au démarrage, on avait dit que c'est du 50-50 quoi qu'il arrive, c'est du 50-50 quoi qu'il arrive. C'est ça. Et puis, en fait, pour pouvoir régler les problèmes de rémunération, ce qu'on voit, c'est qu'il faut être le plus clair possible dans la façon de répartir la rémunération. Il faut qu'il y ait le moins de secrets, que ce soit le plus lisible par chacun. C'est là ce qui permet d'éviter les tensions sur la rémunération. Sachant que chacun voit essentiellement midi à sa porte et qui pense toujours avoir fait des choses que les autres n'ont pas vues. C'est un peu le
le problème que l'on a dans le métier, c'est qu'on arrive plus facilement à conseiller nos clients sur des choses qui nous paraissent évidentes, mais dès lors qu'elles nous concernent, je ne vais pas dire que nous avons des œillères, mais on n'a pas ce recul. Donc, c'est aussi se détacher pour peut-être être soi-même accompagné dans la détermination des objectifs, parce que à entendre, hein, le conseil, c'est faire un budget, donc définir des objectifs, et après, comme le contrôle de gestion, faire un comparatif entre le budgété et le réel, définir le sens des écarts et prendre une position par rapport aux chiffres obtenus. Ça paraît simple à entendre, mais j'ai l'impression que c'est légèrement plus compliqué sur le terrain. C'est beaucoup plus compliqué parce que moi, je parle, c'est une expérience assez longue, hein, donc pour arriver à faire ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'en fait, on fait assez mal les choses pour nous. On les fait assez mal, Oui. parce que on les voit, mais avec un prisme assez étroit, pas suffisamment large. On ne prend pas suffisamment de recul sur notre problème, parce qu'il y a une question qui nous concerne aussi nous. On ne voit pas le problème dans son ensemble de façon suffisamment large. C'est le premier écueil, et le deuxième, c'est qu'on n'y passe pas suffisamment de temps. Parce que pour pouvoir faire ça, réfléchir à ça, soit on y passe ses nuits, ses week-ends et ses vacances, soit on prend ça en partie sur son activité professionnelle. Et si je prends ça sur mon activité professionnelle, c'est que je ne produis pas. Si je ne produis pas, c'est moins de chiffre. Donc, ce sont des bonnes règles à fixer au départ. C'est pour ça qu'il faut que la rémunération, ça ne soit pas dans un bac, ça reste assez souple. Ce sont des choses qui vont évoluer. Donc on va partir sur des idées, on va s'apercevoir qu'en fin de compte, elles sont perfectibles. On va essayer de les perfectionner, et puis ça changera. On ne va pas avoir les mêmes réflexions si on débute à 2 et si après on est 30, hein, ça sera pareil. Un conseil sur justement la préparation, je veux dire, de cet encadrement juridique, c'est plutôt le faire entre les associés, notamment s'il y a des avocats, ou plutôt le confier à un tiers, alors professionnel bien sûr dans la matière, pour avoir un regard extérieur et ne pas se dire que le fait de participer à la rédaction des documents, on y trouve un intérêt, donc plutôt entre nous ou une tierce personne. Bon, vous allez trouver plusieurs personnes. Il y en a qui se disent qu'il faut absolument que les actes soient revus par d'autres. Bon. Moi, je considère que je suis capable de le lire. Non, quand tu dis autre, de l'extérieur, vraiment, d'accord. Et que ce qui est rédigé, je suis capable de le comprendre. D'accord. Mais c'est toujours pareil. Pour moi, ce n'est pas le droit qui doit dicter les choses, c'est l'intention que l'on a, qui doit être rédigée d'une telle manière, juridique, qui traduise bien nos intentions. Mais d'abord, on fixe les intentions. Donc, on doit dire ce que l'on veut. On ne confie à quelqu'un, lui dit, voilà, je veux mettre des mots à travers ça. D'accord. Et qui respecte globalement le droit. Enfin, qui respecte le droit, enfin, c'est le cadre. Voilà. Tu mets des mots. Et ensuite, on lit, on voit si on est d'accord. Si jamais il y a un doute, on peut très bien le faire par quelqu'un d'autre. Mais le doute, ça serait sur la compréhension que l'on a dans un texte particulier, et non pas sur l'action qui a été faite par celui à qui on a demandé. Parce que si on commence à avoir des doutes sur l'action faite par celui des associés à qui on a demandé, je ne vois pas pourquoi on s'associerait avec lui. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. D'abord, il faut qu'entre nous, on fixe les grandes règles. Les grandes règles, ce sont des thèmes. Ensuite, à charge pour le ou les juristes de mettre ces thèmes en musique, en forme juridique. Après, on est capable de comprendre. Oui. Plus ou moins bien. D'accord. Alors, je récupère une autre question. Alors, ça paraît évident quand tout le monde s'entend et reste de bonne foi. Dès que la situation se tend, la mauvaise foi peut survenir et les contestations sur les revenus sont souvent les premiers sujets. D'où la sécurisation de ce sujet. Généralement, c'est, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait souvent défaut, même chez nos clients, que ce soit clients salariés, l'aspect financier fait oublier un certain nombre de choses et peut faire changer la nature de beaucoup. Pour le coup, la sécurisation dans un document en amont, pacte d'associés, PV ou autre. Bon, honnêtement, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas.
Encore une fois, je ne crois pas que la rémunération doive être intégrée dans son pacte d'associé. Moi, je crois que c'est une grande erreur parce que c'est complètement figé. Or, pour pouvoir agir, il faut qu'il y ait de la souplesse. Donc, ce qui va être figé, c'est l'objectif général. L'objectif que l'on se donne, c'est figé sur un certain temps. Les règles pour faire entrer les gens, c'est figé sur un certain temps. La valeur départ, les conditions pour pouvoir entrer, la chiffre d'affaires, la pas de chiffre d'affaires, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont fixées pour une certaine durée. Après, il faut de la souplesse. Mais la souplesse, c'est pas de la rémunération, parce qu'a priori, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup, ça peut être accepté sur un document différent. Quand on fait des objectifs d'associés, les associés, ils s'engagent sur les objectifs, ils signent les objectifs. Et ensuite, il y a une évaluation de la réalisation qui est faite. Bon, ils sont d'accord avec ça. Signer les documents. Et ensuite, il faut qu'ils aient une certaine confiance en ceux qui font les répartitions. Mais après, on explique les répartitions. Parce que pour moi, je reste persuadé que quand les choses sont faites par des gens qui ont la confiance, c'est-à-dire qu'on sait que la personne ne voit pas, ne fait pas ça pour elle, fait ça pour le groupe, il faut le trouver ça. Bon, il y a la confiance des autres, qu'il est capable d'expliquer, ça veut pas dire qu'il ne se trompera pas, ou que le groupe associé ne se trompera pas, mais au moins il aura essayé de faire les choses les plus claires possibles. Et s'il y a une erreur, il reviendra sur l'erreur. Là, les tensions qu'il peut y avoir, ce n'est pas tellement sur la rémunération, c'est sur l'implication des gens. C'est-à-dire qu'au moment donné, on fixe une rémunération, parce que le problème de la rémunération, c'est quoi? C'est, j'ai dit au départ, on se partage ce qui reste. Mais pour se partager ce qui reste, comme on connaît ce qui reste bien après la clôture de l'exercice, il faut qu'on puisse le vivre pendant tout l'exercice. Donc il y a une partie fixe. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est le problème de la partie fixe. Où en fait, à un moment donné, certains peuvent considérer que la partie fixe est disproportionnée par rapport à l'engagement de l'associé. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le problème des objectifs. Et si on voit qu'un associé n'est plus engagé comme il aurait dû être, dans ces cas-là, il faut rediscuter avec lui. Elle n'empêche de prévoir dans les règles de rémunération que pendant un certain temps, on assure une rémunération. Si les objectifs ne sont pas atteints au bout d'un certain temps, on rebascule et donc il y a une diminution des rémunérations fixes qui avait été décidée. Tout ça, ça doit être pensé, mais pour moi, ce n'est pas inscrit dans un pacte, mais c'est pensé. Oui, donc il est approuvé par les associés. D'aborder tout sujet de rémunération au même titre qu'il faudrait constamment le modifier en cas d'entrée de nouveaux associés. Tout en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais si on mettait ne serait-ce qu'une phrase bateau, tous les associés ont un fixe au minimum à hauteur du SMIC. Mais effectivement, en t'écoutant jusqu'à la fin, si l'un d'eux n'a pas du tout produit, il est rémunéré, entre guillemets, pour une inactivité s'il n'a rien fait. Donc, imposer, écrire noir sur blanc, on a un socle commun, peu importe le niveau d'activité, il faut s'entendre vraiment aussi dès le début, au risque de verser à des inactifs, entre guillemets. Donc, toute la problématique, c'est l'association. Oui, on en revient au même problème de confiance et d'humain, et surtout d'engagement que tu cites. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pacte d'associés, c'est qu'au départ, on est tous d'accord, donc on s'aime tous, donc on se fait des hugs, et on s'aime, mais au bout d'un moment, les choses peuvent évoluer, et on ne voit plus réellement la même chose que ce que l'on avait vu quand on a démarré. Et là, on sort le pacte en disant, bah ouais, mais c'était marqué dans le pacte, donc tu vas sortir sous ces conditions-là, c'est marqué dans le pacte. La rémunération, c'est quelque chose qui va évoluer d'année en année. Parce que d'abord, l'idée que vous avez pu vous faire de partage de rémunération peut évoluer, parce qu'on peut s'apercevoir qu'en fait, on avait pensé des choses, mais qu'elles sont moins facilement applicables que ceux qu'on avait pensé. Et puis, il y a des activités, des nouvelles activités qui peuvent arriver. On va peut-être décider d'investir dans quelque chose, d'investir pour payer la personne, et puis il n'y a pas le rendement tout de suite, mais dans ces cas-là, on apprend sur la rémunération des associés. Voilà. Donc, il faut de la souplesse pour ça. Mais
Là où il faut être vigilant, c'est sur l'association. Il faut être sûr qu'on s'associe avec des gens qui ont envie de s'associer et qui vont apporter quelque chose de dynamique dans la structure. Ça, c'est difficile. Oui, c'est pire que le mariage et le divorce. C'est difficile. Oui, l'aspect financier, encore une fois, prend toute sa part. Surtout des fois quand on n'a pas de marque. Parce que là, quand on n'a pas de marque, c'est la personne qui est très importante. Quand on a réussi à créer, donc, être reconnu sur un marché particulier, grand ou pas grand, mais quelque chose de reconnu qui dépasse l'autre, c'est plus simple de s'associer. Oui, la différence se fait ressentir. Le client vient plus pour la marque que pour le professionnel en soi. Et dire je veux ce professionnel, distinction de je m'installe en networking, coworking ou dans un espace commun avec des entités juridiques différentes et chacun facture pour sa seule prestation. Exactement. Individuelle. Oui. Je vérifie. Je remonte un petit peu pour être sûr de ne pas avoir passé de questions. Non, dans l'ensemble, c'est bon. Je pense que nous avons répondu dans l'ordre aux différentes questions posées. Je laisse quelques minutes aux participants. Si vous avez d'autres questions, on va prendre quelques minutes pour essayer de résumer ce qui a été dit pour que chacun puisse repartir avec des éléments de réflexion pour une éventuelle installation. En repartant en fait du début, dans ton cas de figure, c'était plus, c'est-à-dire une évidence, puisque c'est quelque chose que tu souhaitais mettre en place avant même que ce soit autorisé, donc avec plus de facilité. S'il y avait des conseils à donner, tu me corriges si je ne dis pas de bêtises, confiance, engagement avant de pouvoir démarrer. Autrement, c'est un peu comme n'importe quel cas de figure à aujourd'hui. On décide de s'associer que pour du business. À coup sûr, ça risque de poser un problème pour le seul aspect financier. Je te laisse un peu résumer, alors à la fois par rapport à ton parcours et ton expérience sur le sujet pour aiguiller les intéressés de cette interprofessionnalité. La boîte date de 2016. Comme tu l'as rappelé, c'est une idée que j'en avais dans mon cabinet depuis le début des années 2000. On l'a fait en 2024. D'accord ? Oui, d'accord. On l'a fait assez tard. Parce que pour pouvoir le faire, il faut d'abord réellement identifier ce pour quoi on veut le faire. Deuxièmement, il faut trouver les personnes avec qui on veut le faire. Pas comme ça, c'est sur des opportunités, des rencontres. Et une fois qu'on a les deux, on fait quelque chose. Voilà. Nous, on a attendu assez longtemps. D'accord ? Donc ça ne se fait pas comme ça. Il ne faut pas le faire pour le faire. Il faut le penser et le faire quand on a réuni tout. On pense avoir trouvé les bonnes personnes. On peut se tromper. On pense avoir trouvé les bonnes personnes. D'accord ? Qui vont tirer tout dans le même sens. D'accord ? Je dirais que ça, on le fait, pas pour être gros, mais pour pouvoir servir le mieux possible un métier ou répondre le mieux possible à une problématique que se pose un client. D'accord ? Et qui a vocation à se répéter. Donc, c'est l'exemple. Le bon exemple, c'est je veux être reconnu sur un secteur particulier, dans un secteur particulier, sur une problématique particulière. D'accord ? Ou sur une problématique particulière, sur plusieurs secteurs. La SPE peut répondre à cette problématique. Et je crois que quand on est... Alors, il ne faut pas démarrer, peut-être pas démarrer avec une SPE, mais encore que pourquoi pas, mais quand on n'est pas très gros,
ça peut être un élément de différenciation. D'accord. S'associer avec des personnes pour répondre à une problématique particulière. Ouais. Donc, c'est vraiment un mindset, un état d'esprit qui est complètement différent. Se dire qu'on forme une marque, une identité commune pour répondre à un besoin, Oui. Ce qui évite des écueils par rapport aux différentes questions qui sont abordées, hein, la mauvaise foi, la mésentente. Alors après, on reste des hommes, la mésentente, elle est possible, peu importe le mode d'exercice. Mais déjà, cet état d'esprit limite la sélection des associés. Auquel cas, on revient au schéma un peu classique, hein, être dans la même structure et mutualiser j'allais dire les compétences, mais pas de la même façon. Mais on revient à un autre problème, le secret professionnel et la déontologie de chaque professionnel qui est malgré tout à respecter. En revenant sur la partie juridique, un rappel sur le pacte d'associés entrée-sortie, on évite recommandation d'inclure des aspects de rémunération dedans, parce que c'est un peu comme un contrat de travail, hein. On va figer des éléments qui ont vocation à être modifiés dans le temps. Donc, plutôt que de faire des modifications des avenants, autant laisser de la souplesse et une liberté aux décideurs le moment venu. Dans l'installation, recommandation de plutôt s'orienter sur l'intention et non pas uniquement le droit. Donc, ça peut être un tiers qui accompagne, comme ça peut être les associés concernés qui vont décider des différentes modalités. Définir un budget de manière pratique, hein, comme on le ferait pour un client, en comparant réel budget et analyse des écarts, hein, comme n'importe quel bon élève sur un exercice de contrôle de gestion, de segmenter indirectement les activités, mais là on est plutôt sur de la pratique professionnelle en cas de contrôle et déclaration. Autre aspect, le où. Est-ce qu'il faut inciter les instances à créer davantage d'événements d'interprofessionnalité pour permettre plus de rencontres dans ce sens-là? Alors, on a fait lors de ce qu'on a eu des manifestations communes avec l'ordre des avocats. Donc, voilà. Souvent c'est avec eux. Mais oui, je pense que les instances devraient le faire. Davantage œuvrer pour mettre en avant ce mode d'exercice. Alors, sur ce court résumé, je n'ai pas vu de nouvelles questions. Je ne sais pas si certaines vous viennent en tête avant de vous souhaiter une bonne fin de matinée. Nous sommes un peu en avance sur le timing. Est-ce que tu souhaiterais ajouter J'ai dit tout ce que je savais tout ce que je pensais sur le sujet. Oui, après, on va dire il y a l'aspect technique, pratique. Le vécu fait que les problématiques sont gérées au quotidien par rapport à l'expérience. Oui, ce que je rajouterais sur les problématiques, encore une fois, il faut éviter de cloisonner les professions, même dans une SPE. Il faut faire en sorte que, encore une fois, le client soit guidé par un professionnel. Oui. Et pas par deux professionnels, par un professionnel. Voilà. Et donc ça, on se les répartit en fonction de critères qu'on aura définis. Mais je pense que ça c'est important pour que dans ces structures-là, on soit au courant de tout ce qui se passe pour le client, parce qu'on est la porte d'entrée du client. Je suis d'accord. Donc, en confiance, intention, engagement, de communiquer, à se dire que l'état d'esprit du professionnel de l'expertise comptable n'est pas le même que l'avocat et le notaire, ce qui oblige justement à avoir cette idée de bateau commun et non pas une flotte qui avance pour répondre. Une dernière question. Est-ce que l'ordre a des statistiques sur les SPE? Oui, bien sûr. Moi, je ne les ai pas en tête, parce que je ne saurais pas dire combien il y en a. Il y en a moins de 200 à Paris. Mais oui, on a des statistiques là-dessus, tout à fait. Sur les SPE qui impliquent des experts comptables. Oui, parce qu'il peut y en avoir uniquement entre professionnels du droit, en soi, sans intégrer les chiffres. Oui, on a ça.
N'hésitez pas à peut-être laisser envoyer un message à Adeline. Son adresse est disponible sur le site du Conseil régional. Voir si on peut retrouver avec vous la source documentaire de ces données chiffrées. Sur les SPE, oui, c'est la commission du tableau qui les a. Hein. Donc, il suffit de demander à Adeline. Elle pourra faire remonter l'information à l'autre permanente concernée. Est-ce qu'il y a encore quelques ou la dernière question qui arriverait? Le temps de la rédaction, on attend quelques minutes. J'en profite pour regarder si ce sujet a été abordé. Bon. Non, mais ça peut être peut-être un sujet pour un prochain podcast sur cette thématique. La saison 2025 étant clôturée, on pourra envisager de te réinviter pour reparler du sujet à l'occasion d'un podcast. Ça peut être toujours des tips inspirants en écoutant sur son trajet au moment d'une pause déjeuner. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre participation. Vous pouvez retrouver encore une fois les podcasts de la commission directement à l'aide du QR code qui sera disponible sur le site du Conseil régional. Je remercie Vital de sa participation active sur cette thématique. C'était le premier webinaire de la commission. Le prochain se tiendra au mois de décembre sur la thématique du handicap invisible et nous espérons en avoir plein d'autres pour pouvoir répondre à ces problématiques de parité, de diversité et d'inclusion. Encore merci à vous. Je laisse le dernier mot à Vital et vous souhaite une bonne fin de matinée. Bon, je vous remercie. Merci de m'avoir invité et puis je suis disponible s'il y a des nouvelles questions ou si on veut aller un peu plus loin, s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans une SPE, je serai disponible pour les entendre s'ils veulent. Merci à vous pour votre participation, votre écoute et vos questions. Au revoir.